Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons à Genève, ville francophone de Suisse qui abrite 36 organisations internationales. Entourée par les montagnes du Jura et des Alpes et située à la pointe du lac Léman, Genève offre un cadre de vie idéal. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Géronimo. Bonsoir, bonjour. Vous êtes directeur général de Geneva Relocation. Également avec moi Jean-Philippe Keil. Bonsoir. Vous êtes partenaire chez Mazars Suisse. C'est ça. Également Juan Caido. Vous êtes fondateur de Valorum et vous êtes prêteur sur gage. Oui, bonsoir. Bonsoir. Également Charline Fabreau. Vous êtes responsable activité salon à la CCI France-Suisse. Alors pour débuter cette émission, on va écouter Richard Dauboin qui nous conseille, qui nous fait une présentation du climat des affaires en Suisse. La Suisse est un petit pays qui a une caractéristique d'abord politique tout à fait particulière. Les cantons autour d'un fédéralisme qui existe depuis de nombreux siècles, puisque c'est une des plus vieilles démocraties au monde, et une démocratie qu'on appelle la démocratie directe, qui fait que le peuple est réellement souverain. Peu de personnes connaissent dans le monde le président de la Suisse, qui d'ailleurs change, et les 7 noms des conseillers fédéraux qui dirigent ce beau petit pays. Donc d'abord, ce qui donne la solidité aujourd'hui, après tous ces siècles d'évolution politique, c'est une stabilité et une stabilisation politique. C'est la première caractéristique, à mon sens, de ce pays. La Confédération helvétique, puisque c'est son nom, permet ainsi un développement économique depuis relativement peu de temps, puisque les Suisses étaient avant tout des paysans, peu de ressources de matières premières, à part des belles vallées et des vaches, et des montagnes de l'eau et de l'énergie hydroélectrique. Et ils ont su utiliser cette position exceptionnelle au centre de l'Europe pour développer des échanges avec un multiculturalisme exceptionnel, 4 langues officielles, des cantons qui ont chacun leurs caractéristiques et qui s'entendent tout à fait bien ensemble. Une réaction à cette vidéo, les distinctions entre les cantons? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que la Suisse est une mosaïque culturelle et linguistique. À peu près 66% des locuteurs parlent le dialecte alémanique ou l'allemand, une vingtaine de pourcents le français, une dizaine de pourcents l'italien, pour les Suisses qui habitent au Tessin, et tout le monde essaye un petit peu de se retrouver ou de se comprendre en anglais. Je rebondis aussi sur une situation évoquée par Richard Dauboin, la grande stabilité en Suisse. C'est ce qui intéresse effectivement beaucoup d'entreprises, cette stabilité tant au niveau législatif que fiscal, bien entendu. Et pour rebondir, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en France, des votations populaires ou des référendums d'autodétermination. Il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué. On avait demandé au peuple suisse, il y a 2 ans de ça, s'il était pour ou contre une 6e semaine de congés payés. Il a prudemment voté contre. Et il y a 3 ans, il y avait une votation qui concernait en fait la possibilité de soumettre à l'impôt sur les successions un certain nombre de situations d'un patrimoine personnel et les entreprises. Ça aussi, le peuple suisse y a renoncé. Une grande sagesse en fait. Quels sont les atouts du climat des affaires à Genève? Alors comme vient de le dire Jean-Philippe, c'est un climat très stable et surtout, comme l'a souligné l'intervenant, ce sont 26 juridictions différentes, mais ce sont des administrations qui sont très favorables à l'entreprise. Donc les liens avec l'administration sont facilités. C'est beaucoup de simplicité qui permettent véritablement aux entreprises de se consacrer à leur développement, à leur financement. Et ça, c'est extrêmement important. Et on est dans des interlocuteurs au niveau de l'administration qui sont là pour aider l'entrepreneur et non pas à être un obstacle, bien au contraire.
Et à partir de ce terreau à la fois donc de démocratie et favorable aux entreprises, ça permet de faire éclore de la créativité. Et on a un ensemble de personnes qui viennent de partout dans le monde, pas seulement de la France ou de l'Allemagne, et peut-être maintenant, peut-être un peu plus de l'Angleterre. Mais en tout cas, il y a un terreau de créativité avec des gens qui repartent aux quatre coins du monde avec les idées qu'ils ont pu développer ou tout du moins construire en Suisse. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise? Oui. Créer une entreprise en Suisse va prendre à peu près 4 à 6 semaines. C'est un processus qui nécessite de faire appel à un avocat. Dans certains cantons, vous pouvez avoir l'intervention d'un expert comptable. Les sociétés qui peuvent choisir en fait entre le statut de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Le statut de société anonyme nécessitant une mise de fonds pour le capital action de 100 000 francs au minimum. Pour les SARL, c'est de 20 000 francs. Et le coût est assez raisonnable, de l'ordre de 4 à 6 000 francs suisses à peu près. Vous aidez les Français à s'implanter sur place? Oui, la Chambre de commerce franco-suisse a pour premier rôle d'aider les entreprises françaises à s'implanter sur le marché helvétique. Et, de quoi ont-ils besoin quand ils arrivent? Alors, il faut savoir dans un premier temps que la culture suisse est bien différente de la culture française, que ça soit dans la vie quotidienne et dans la vie, dans le climat des affaires et dans la vie professionnelle. Donc, ils ont besoin de conseils sur le langage des affaires, sur le savoir-être et le savoir-faire au travail, ce qui est très important pour se présenter face à des clients ou à des fournisseurs suisses. Donc, on les aide sur ce point de vue-là, on les aide sur le point de vue administratif. On a toute une palette de services qu'on peut offrir à ces entreprises pour venir en Suisse. Alors, je vous propose de regarder une vidéo sur les secteurs porteurs à Genève. Bonjour Paris, on me demande souvent quels sont les domaines dans lesquels les Français s'illustrent quand ils se déplacent en Suisse. Alors, le domaine dans lequel moi je suis personnellement, c'est le domaine de la technologie. Et d'une certaine manière, ce n'est pas un domaine qui est classiquement celui dans lequel se trouvent les différents business en Suisse. Je suis un petit peu, d'une certaine manière, je suis un peu atypique. Par contre, il y a deux domaines dans lesquels la Suisse est particulièrement active, et c'est le domaine de la finance et c'est le domaine de la santé. Il y a en Suisse tout un creuset de banques, d'établissements financiers avec des centres de compétences, et ce n'est pas un hasard s'il y a de nombreuses fintech qui se sont installées en Suisse, qui ont démarré leurs activités, que ce soit dans ce qu'on appelle la crypto-vallée, que ce soit dans un centre d'incubateurs qui se trouve à Genève, à Zurich ou à Lausanne dans le domaine. C'est également le domaine dans le cadre de la santé. Il faut se rappeler qu'à Bâle, il y a un certain nombre de très grands géants du domaine de la santé, des Novartis, des entreprises de première grandeur. Et en conséquence, il y a de très nombreux fonds et il y a de très nombreux domaines qui existent aujourd'hui dans le domaine de la santé. Donc voilà pourquoi il y a moins d'activité probablement par rapport à d'autres continents sur le logiciel, sur les infrastructures, sur l'e-commerce. Par contre, il y a une réelle masse critique dans les domaines de la santé et dans les domaines de la finance. Quels sont les autres secteurs d'activité sur Genève? Alors, l'horlogerie. On sort d'une semaine incroyable qui était le salon international de l'auto-horlogerie. On a les plus belles créations. On a des gens de Facebook qui sont venus pour voir ce qui se faisait dans la création horlogère suisse pour en faire comme ils appellent, parce qu'une conférence incroyable. Ils ont parlé, pour eux, c'est un point d'entrée. Le luxe est un point d'entrée important dans le discours qu'ils ont sur ces plateformes. Et donc, ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vécu à Genève, donc l'horlogerie. On a parlé, en l'occurrence, des fintech et Genève. On a fait un axe stratégique à la fois politique et économique de développement en disant qu'on va y regrouper l'ensemble des meilleures technologies mondiales. Et donc là, vous avez un soutien complet à la fois des entreprises et à la fois du politique à Genève. Voilà, ce sont des secteurs aujourd'hui que
je dirais, je mettrais en numéro 1. Alors vous êtes prêteur sur gage. Vous avez fait la semaine dernière, la une d'un journal. Un agriculteur vous a emprunté 15 000 francs contre 15 vaches Holstein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre secteur? Oui, alors que c'est un signe d'intégration complète d'un Français en Suisse, peut-être, puisque je suis la seule personne qui ait pu faire cela avec un agriculteur depuis 40 ou 50 ans, je crois. Et tout ça parce qu'en Suisse, il est possible pour un entrepreneur de développer des activités, en l'occurrence le prêt sur gage, donc le prêt contre garantie, avec une autorisation cantonale. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, ça a fonctionné. On a des dizaines d'appels en ce moment parce qu'il y a des banques qui ne savaient pas comment s'y prendre. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Maintenant, voilà, la Suisse a cela de positif, parce que si on prend le miroir français, en français, il y a les crédits municipaux qui sont des super organismes, c'est un monopole d'État, donc forcément, qui ont des lignes directrices et qui ne vont pas, aller chercher des services comme cela. Pierre Géronimo, des secteurs aussi sur Genève à mentionner pour les Français qui ont envie de s'implanter. Bien sûr, il y a le secteur du trading. Genève est devenue l'une des capitales mondiales du trading. Autrefois, c'était Londres, et la place de Londres est en train de se dégrader au profit de Genève. Donc, vous avez énormément de multinationales qui ont établi dans le trading leur siège à Genève. Vous avez Genève a la particularité d'attirer plus de 200 sièges d'entreprises multinationales. Donc des entreprises japonaises, des entreprises britanniques, américaines. Certains sont des sièges mondiaux. Juan a parlé également de l'horlogerie, donc tout ce qui tourne autour de l'horlogerie, mais tout ce qui tourne autour des fournisseurs pour l'horlogerie, et puis le label suisse pour tout ce qui tourne autour de l'horlogerie. Et puis, je dirais en général, tout ce qui tourne autour des services. Dans la santé, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de chômage en Suisse est de l'ordre de 2,6%. Oui, tout à fait. Tout ce qui est le soin à la personne, parce que le taux de chômage est très faible. 2,6% en Suisse. Dans certains cantons, c'est même de l'ordre de 1%. Donc, la Suisse a besoin de main-d'œuvre extérieure et de main-d'œuvre qualifiée. Jean-Philippe Caillé. Oui, volontiers. La Suisse, à l'aune des demandes de l'OCDE, a passé un accord avec cet organisme en 2014 et pris la décision de supprimer les privilèges fiscaux, donc tout un arsenal de mesures qui a été particulièrement intéressant pour les sociétés étrangères. Parmi ces mesures compensatoires, donc c'est actuellement le projet fiscal PF 2017 dont on parle, il va y avoir à partir de 2020, à l'exception d'un seul canton, c'est un canton voisin de Genève, une baisse générale de la fiscalité. Donc ça ne va pas non plus ou uniquement concerner les sociétés étrangères qui viennent à Genève, mais l'ensemble des sociétés. Et à ce titre, Genève, qui était l'un des cantons les plus chers en Suisse, avec un taux moyen d'impôt effectif sur le bénéfice, donc taux d'impôt sur les sociétés de 24,16%, ce taux va sensiblement baisser, puisqu'à partir de 2020, il devrait s'établir vers les 13,79%. Donc là aussi, générant une très très grande attractivité, tout secteur confondu. Justement, on va écouter Antoine Leboyer nous parler de fiscalité. Bonjour Paris, on me pose souvent la question de savoir comment est la fiscalité en Suisse par rapport à la France. C'est un sujet qui fait souvent l'objet de beaucoup d'idées reçues, de fantasmes. C'est probablement dû au fait qu'il y a un certain nombre de gens visibles avec des patrimoines assez importants qui sont déplacés en Suisse, mais ils ne l'ont fait qu'après avoir négocié leur situation au cas par cas. Donc c'est quelque chose qui ne concerne ni vous ni moi et sur lequel il faut prendre un peu de recul. La situation en Suisse au niveau fiscal, c'est que comme dans tout pays où il y a un certain nombre de services qui sont rendus par les infrastructures, qu'elles soient au niveau le plus élevé, ce qu'on appelle l'État fédéral, au niveau cantonal ou au niveau communal, écoutez, on a en tant que citoyen, en tant que parent, on a tout un certain nombre de services qui sont rendus par ces institutions, qui sont des services qui marchent bien et donc on les finance. Par contre, il y a une structure qui est une structure de coûts qui est très différente de celle qui existe en France. En particulier, les charges patronales sont très faibles, à peu près 15%, et c'est surtout dû au fait que l'État demande à ce que ce soit les individus
qui prennent en charge toutes leurs dépenses de santé à leur propre compte. Pour vous donner une différence, c'est comme si vous étiez en France et qu'on vous disait l'État ne prend plus en charge la sécurité sociale, par contre elle vous demande d'aller auprès de votre mutuelle pour avoir une couverture de santé à 100%. Donc la structure des impôts, elle existe, elle est, je dirais, normale, mais quand on regarde l'ensemble des dépenses, et en particulier qu'on réincorpore les dépenses de santé, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de miracle et que ce n'est pas parce qu'on fait tout d'un coup 5 minutes entre la frontière française et la frontière suisse qu'on a une situation qui est une situation meilleure ou différente. Donc ne croyez pas que si vous venez en Suisse, vous allez vous trouver dans la situation de vedettes de la chanson ou de sportifs qui sont déplacés et qui ont négocié leur situation au cas par cas. Vous allez payer des impôts d'une façon qui est, je dirais, à peu près normale. Et quand on fait l'ensemble des comparaisons et des situations, je pense que vous allez à peu près vous retrouver dans des situations qui ne sont pas fondamentalement très différentes. D'après Antoine Leboyer, on ne devient pas pour la fiscalité en Suisse. Oui, effectivement. Je confirme les propos de M. Leboyer et c'est toujours une mise en garde et un conseil que j'accorde volontiers aux Français qui désirent venir s'installer en Suisse, mais en fait tous les citoyens de l'UE, on ne vient plus en Suisse pour des raisons fiscales. C'est tout un écosystème qui est favorable non seulement à l'implantation des entreprises, la baisse générale de la fiscalité en est un, je peux citer 2 autres mesures, une imposition privilégiée pour les licences et les brevets, et une mesure dont la Suisse va peut-être s'inspirer par rapport à la France, c'est une imposition favorable ou des crédits pour les dépenses de recherche et de développement, c'est l'équivalent du crédit impôt recherche français que l'on voit apparaître sous une situation un petit peu différente en Suisse d'une part, mais avant tout, il est intéressant de noter la grande disponibilité des services fiscaux. J'avais mentionné la grande stabilité, mais lorsque vous avez une question à poser, tant pour une entreprise que pour une personne physique, vous connaissez le nom de votre taxateur, vous avez son mail, vous adressez une question, en général, aussi bien personnellement que pour les entreprises, sous les 24 heures, vous avez une réponse. Parmi les points sensibles, c'est le recrutement, peut-être ? Oui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a une pénurie de main-d'œuvre en Suisse, puisqu'avec un chômage de 2,6, c'est-à-dire qu'on est au-delà du plein emploi. Donc les entreprises, pour se développer, elles ont besoin de recruter. L'avantage qu'ont les entreprises, et c'est aussi un atout de la Suisse, c'est un droit du travail qui est quand même très favorable aux entrepreneurs, c'est-à-dire que vous pouvez recruter, et si vous devez, je dirais par malheur, décruter, par manque d'activité, c'est un process assez simple, il n'existe pas d'indemnité, sauf si elles sont prévues au contrat individuellement, donc c'est relativement simple, les conditions d'emploi sont d'une grande souplesse. Par contre, l'inconvénient, c'est effectivement les gens, vous avez intérêt à les garder parce qu'il y a de la demande, donc les gens qualifiés, les entreprises se battent pour garder leurs collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un terrain peu favorable aux Français. Vous disiez que les Français ont mauvaise réputation. Alors, il peut y avoir un certain nombre de cantons, peut-être les cantons romans, Genève, Vaud, où effectivement il y a d'abord beaucoup plus de Français, et certains cantons, les cantons alémaniques, Bâle, Zurich, Thurgovitz, où il y en a moins. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un grand nombre de frontaliers qui chaque jour passent la frontière pour venir travailler en Suisse. Le conseil que je demanderais ou que je poserais à un Français qui s'installe en Suisse pour y travailler, c'est avant tout aussi d'y résider, puisque c'est comme ça qu'il arrivera à se fondre dans l'écosystème, après sa journée de travail, à rencontrer des Suisses, à rencontrer bien sûr aussi d'autres expatriés, mais sur le long terme, c'est ce qui offre la plus grande pérennité. Vous habitez Genève, quels sont les codes à connaître ? Les codes à connaître vis-à-vis de l'environnement de travail,
c'est avant tout de toujours écouter l'autre. Votre idée viendra toujours parce qu'on est, nous Français, dans le pot commun des relations de... Est-ce qu'il y a par exemple des expressions, on dit France voisine, c'est ça quand on est... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres expressions comme ça qu'il faut connaître, le souper pour le dîner Oui, on dira pour le petit déjeuner en Suisse, ce sera le déjeuner, le déjeuner c'est le dîner c'est le souper. Lorsqu'on dira qu'on est plutôt content de vous, on va dire je suis déçu en bien. Lorsque vous direz à un Valaisan qui parle très très bien le français, il vous arrêtera tout de suite, il dira non monsieur, je parle valaisan. Voilà, on peut être dans une même réunion, Kaido, et en fait parler la même langue mais ne pas se comprendre. Avec des mots légèrement différents et les chiffres notamment, où même de canton à canton on n'utilise pas les mêmes prononciations, on n'utilise pas justement la même phonétique de chiffres. Et je me suis fait reprocher une fois d'avoir utilisé le mot 80 par un Neuchâtelois qui m'a dit mais on ne parle pas le français en disant 80 alors que 80 est très vaudois. Et c'était vraiment des petites choses comme ça où il faut juste raison garder, se dire on ne sait pas où est le juste milieu. Oui, et puis je pense aussi qu'un des éléments, c'est que quand on vient de France, on a tendance, notamment par rapport à l'administration, de se manifester un peu avec véhémence pour essayer, on tire d'abord pour essayer de résoudre le problème. Or, ce n'est pas du tout la bonne approche à avoir. À Genève et en règle générale en Suisse romande, on va d'abord chercher l'appui de son interlocuteur pour arriver à une solution. Donc la confrontation ne mène absolument à rien. C'est-à-dire que le Suisse a horreur de ça et va se bloquer, va complètement se fermer. Et vous allez avoir l'effet inverse. Donc on ne tire pas d'abord, on négocie, on parle et on recherche l'aide de son interlocuteur. Il y a une certaine prudence chez le Suisse et chez le Genevois, avec une certaine réserve aussi, qui est omniprésente en Suisse. Donc c'est vrai que notre interlocuteur, il faut le rassurer, faut l'amener à adhérer à son idée, ce qui est très important. Mais il faut surtout garder à l'esprit que la culture du consensus est omniprésente dans le pays. Et c'est ce qui fait finalement l'identité de la Suisse et la cohésion du pays, malgré 26 cantons et 4 langues officielles. Et la ponctualité aussi. Oui, le respect des délais. Oui. Oui. Alors maintenant, encore une fois, de canton à canton, des fois on arrive à jouer en disant qu'on vient d'un canton éloigné. Mais c'est vrai que le retard est... On peut perdre quelques minutes à se faire reprocher son retard et à devoir le justifier par la suite. Oui. Disons qu'il est difficile d'avoir des excuses puisque les transports publics marchent très bien, sont très ponctuels, donc on ne peut pas dire mon train avait du retard. Les excuses sont rares. Alors, on parlera quand même du quart d'heure vaudois. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Petit quart d'heure. Alors je vous propose de continuer à parler de Genève, mais tout de suite une page de publicité. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Genève. Alors quels sont les atouts de Genève quand on y vit au quotidien? Alors il y a déjà la taille. Il faut savoir que la ville de Genève représente à peu près, canton, grosso modo, 3 arrondissements parisiens. Une qualité de vie de par, je dirais, la qualité des transports. On peut se déplacer, la sécurité.
Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une ville très sûre pour les enfants. Ils peuvent prendre le tram, le bus sans aucun souci. La proximité des stations de ski, mais également la montagne l'été, les activités aquatiques liées au lac. Et effectivement, les gens qui s'installent à Genève apprécient de passer des week-ends comme des vacances, puisque à moins d'une heure, vous avez des stations, vous avez plein d'activités. Donc la qualité de vie à Genève est excellente et surtout, quelque chose d'important aussi, je parlais des transports, c'est un aéroport qui dessert la plupart des villes européennes, et voire internationales, et qui est à un quart d'heure du centre-ville de Genève. Qu'est-ce que vous faites le week-end comme loisir? Vous partez à la montagne? Oui, puisqu'elle est à moins de 30-45 minutes au grand maximum pour la plus proche. Et puis l'été, le lac, vous sortez du travail, vous prenez votre paddle et puis 10 minutes plus tard, vous êtes les pieds dans l'eau. Ça n'a pas de nom et pas de... Donc une très bonne qualité de vie. La sécurité, vous vous sentez en sécurité à Genève? Alors globalement, oui. Maintenant, la remarque que l'on peut faire à des personnes expatriées, et de manière générale, c'est quand même de faire attention, je dirais, à son logement, puisque oui, comme on est souvent à l'extérieur, il faut un tant soit peu le sécuriser, parce que laisser une porte ouverte, peut-être que ça se faisait encore il y a 30 ans, dans n'importe où, je dirais, en France ou en Suisse. Maintenant, il faut juste faire attention quand même à avoir des bons systèmes. La police appelle ça le syndrome Heidiland, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent en Suisse avec vraiment des clichés et pensent que c'est le petit village de Heidi et qu'on peut laisser, et qu'ils ne prennent pas, si vous voulez, les mesures de base de sécurité, de fermer leur logement, de faire attention à ce qui n'est pas des choses qui traînent. Donc la police communique régulièrement vers les expatriés, notamment en anglais, dans les logs des expatriés, pour justement les rendre attentifs au fait que ce n'est pas parce qu'on est en Suisse que la sécurité est totale. La mobilité aussi, c'est simple, c'est une ville à taille humaine? Oui, tout à fait, une ville à taille humaine. On peut faire aisément tous nos trajets finalement presque à pied ou en vélo. C'est très agréable. On a un système de tramway qui fonctionne et de bus qui fonctionne extrêmement bien, avec une ponctualité vraiment parfaite, si je puis dire. Donc voilà, c'est très agréable aussi sur ce plan-là. Tout va bien. Je mettrai un petit bémol peut-être parce qu'il y a un projet qui s'appelle le CEVA pour développer justement les communications à la fois dans Genève et avec la région transfrontalière. Il ne faut pas oublier que vous avez à peu près 100 000 personnes qui traversent la frontière chaque matin pour venir travailler à Genève. Donc tant que le CEVA n'est pas encore mis en place, c'est un petit peu compliqué. Donc quand on doit se loger, la réflexion sur la France voisine, ça peut être véritablement un souci parce qu'il y a beaucoup de trafic et ce n'est pas évident. Donc je dirais que c'est le seul bémol que je mettrais à la région, sinon tout le reste marche parfaitement bien. Dans le domaine de l'éducation, une grande présence des universités. Et des universités d'excellence, puisque que ce soit l'Université de Genève, que ce soit à proximité le PFL, qui est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du monde, avec le PFZ, qui est celle de Zurich. Et puis, vous avez énormément d'écoles comme HEC Lausanne, et dans tous les domaines. Donc, vous avez, que ce soit public, que ce soit privé, vous avez un choix énorme. Et surtout, ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'école publique, le système public, est très performant et très adapté, y compris si vous venez de l'étranger. Un point sensible, c'est peut-être le coût de la vie. On va écouter Marc Montagne nous en parler. Alors, c'est vrai que le coût de la vie en venant à Genève est beaucoup plus élevé que ce que j'ai pu connaître habitant à Paris. Là où ça m'a frappé le plus, c'était au niveau de la restauration. À Paris, on peut toujours trouver un endroit pour manger pour quelques euros. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à Genève. Il n'existe pas vraiment de bons plans dès lors qu'il s'agit de manger ou de sortir au restaurant. En revanche, en ce qui concerne le logement, venant de Paris où le coût du logement est déjà très élevé, la différence n'était pas aussi marquée. Après, il y a aussi quelques bons plans, je dirais, en habitant en Suisse, notamment du fait de la TVA qui est moindre. Tout ce qui est électronique, par exemple, c'est moins cher ici. Puis il existe toujours la possibilité de détaxer les achats qui ont été réalisés en France. Charlie Fabreau, une réaction à cette vidéo ? Alors c'est vrai que lorsqu'on est français, qu'on arrive en Suisse et à Genève, on s'étonne toujours de la cherté des produits et surtout des services à la personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une différence de salaire entre les deux pays qui est vraiment non négligeable. Et finalement, on arrive à avoir un pouvoir d'achat vraiment très intéressant, malgré un coût de la vie qui est élevé. Donc finalement, la Suisse et Genève restent quand même très attractifs en y travaillant.
Concernant le logement, est-ce que c'est difficile de trouver un logement sur Genève actuellement? Alors, effectivement, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous en faisons notre métier. Le coût du logement est élevé. Il faut savoir qu'on est à peu près en moyenne à 35 francs du mètre carré. Et ça, c'est une moyenne, quel que soit, il y a des baux qui sont anciens. Le taux de logement vacant est de 0,67%. Pour information, à Paris, il est à peu près dans les 8%, et à Londres, il est à 4%. Sur les petites surfaces, il n'est pas rare d'avoir 30 à 40 dossiers, on peut même monter jusqu'à 100 dossiers. Et l'immobilier, le loyer est la première dépense d'un ménage genevois. Donc c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que seulement 20% des habitants d'un logement sont propriétaires de logement. Donc 80% sont locataires. Donc il faut savoir ça. Et c'est un élément extrêmement important à prendre en considération, puisque c'est une charge importante. Où est-ce que vous conseillez d'habiter à Genève? Est-ce qu'il y a des quartiers, par exemple? Oui, il y a des quartiers, et les quartiers évoluent. C'est-à-dire qu'on est passé il y a quelques années où le quartier des expats à Genève était Champel, et aujourd'hui on a un petit phénomène bobo qui est en train de se passer sur Genève, avec des quartiers qui se développent pour les expats, c'est-à-dire des quartiers tels que le quartier de Saint-Jean, ou le quartier des Paquis, qui était un petit peu le quartier, un peu le Red Light District de Genève, qui aujourd'hui devient un quartier très branché. Et puis, le logement suit également le transfert des sièges sociaux des multinationales qui sont passés, je dirais, de façon importante de la rive gauche à la rive droite, où il y a eu plus de construction de nouveaux bâtiments, de bureaux. Et donc, c'est aujourd'hui la rive droite qui est en train d'évoluer. Et puis, les gens se logent entre le centre de Genève et le canton de Vaud jusqu'à Nyon et se déplacent en transport en commun. Un point noir, c'est peut-être le système de santé, Charline Fabreau. Oui, c'est vrai que là, on peut aborder un point sensible, c'est-à-dire qu'en Suisse, lorsqu'on arrive en Suisse, on est obligé d'adhérer à une caisse d'assurance maladie. C'est un droit et c'est aussi un devoir, c'est-à-dire que l'assurance maladie est à la charge complète du salarié en Suisse. Donc, lorsqu'on arrive en Suisse, déjà c'est un système privatisé, donc on a une multitude de caisses d'assurance maladie. Donc, il faut choisir la bonne selon son âge, selon son profil. Donc, c'est vrai que c'est un point assez négatif, on va dire, puisque ça marche par primes mensuelles qui sont assez élevées. Et aussi, on a aussi un système de franchise annuelle. Donc, c'est un système qui est moins avantageux que dans d'autres pays. Est-ce que vous avez des conseils, Pierre Geronimo, à ce sujet? Eh bien, il faut bien calculer, effectivement, parce que la personne qui va avoir un emploi suisse doit prendre en considération, parce qu'on peut être un petit peu leurré par le salaire élevé, mais il faut bien prendre en considération le logement et il faut bien prendre en considération le coût de la santé. Et vraiment pouvoir comparer le salaire net avec le salaire net que vous pourriez avoir et pas partir à l'aventure. Et là, la Suisse nous aide un peu en tant qu'expatriés au début, puisqu'on est prélevé à la source. Puis gentiment, plus le temps passe, et après on revient je dirais dans un chemin où on doit soi-même calculer ses impôts, si ce n'est qu'on doit toujours les calculer, mais voilà, en tout cas on est prélevé à la source, donc on a un net qui est déjà mieux, mais il ne faut pas oublier ces sommes qui peuvent représenter jusqu'à 10%, quand on parle de l'assurance maladie, 10% du salaire. Donc c'est pas négligeable. Alors, je vous propose de faire une page de publicité et on se retrouve juste après pour parler de gastronomie à Genève.
can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Genève et nous en parlons en direct des studios de TV5 Monde. Alors Charline Fabreau, vous tenez un blog sur la gastronomie à Genève qui s'appelle genevabysea.com. Quels sont vos bons plans ? Alors, les bons plans. Alors déjà, il faut savoir que Genève connaît depuis quelques années une réelle phase de transformation dans le domaine de la restauration et de la gastronomie. Avec de nouveaux concepts, l'installation de chaînes internationales également, l'arrivée de nouveaux chefs qui viennent un peu bousculer les codes culinaires de la cité. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, ces chefs ? Alors, la grande tendance aujourd'hui, c'est une street food qui devient premium, donc une restauration rapide que les gens plébiscitent aujourd'hui, avec le mieux manger, des produits sains, du fait maison. On a des nouveaux concepts aussi avec de la cuisine inventive internationale, avec des chefs d'origines diverses qui viennent s'installer, qui viennent faire connaître leur cuisine de façon très moderne et créative. On a aussi des coffee shops qui viennent s'installer, ce qui n'était pas le cas avant à Genève, qui était dans une mouvance très classique. Donc on a beaucoup de coffee shops. On a beaucoup de nouveaux concepts, des chefs italiens, des grands chefs français aussi qui sont venus s'installer. Donc on a une diversité multiculturelle qui se ressent aussi dans ce domaine. Voilà. Vous sortez dans les restaurants, vous testez la gastronomie suisse ? Oui, trop. Oui, tout à fait. Et comme disait Charline, on a vraiment le choix. Moi, j'ai beaucoup de clients japonais. Il y a énormément de restaurants japonais qui sont absolument excellents. Et d'après mes clients japonais, dignes de ce qu'on peut trouver à Tokyo. On a de la cuisine exotique, on a la cuisine brésilienne, on a naturellement tout ce qui tourne autour du lac, les fameux filets de perche. Et puis, comme l'a dit également Charline, des nouveaux restaurants à base de poissons, de nourriture saine. Et puis, vous avez une multitude aussi de chefs avec des petits restaurants, des auberges, qui, quand ils vont préparer leur carte, je pense notamment, je vais le citer, mais je vais me fâcher avec d'autres, qui est David Tracol, rechercher des produits du terroir, des produits bien précis. Dans le vin, on va chercher aussi des vins vivants. Enfin, voilà, la qualité de vie, la qualité des produits, comme l'a dit Charline, c'est extrêmement important et c'est extrêmement varié. Alors, là, je vous donne en primeur aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une transformation, parce que moi, il y a 10 ans, quand j'étais à Genève, avant de passer quand on doit y revenir, j'en étais encore à la cantine communautaire africaine, asiatique, etc. Et toutes ces cantines se sont transformées en montant d'un niveau. Et au mois de novembre, aux automnales, donc à Genève, à Palexpo, il y aura le plus grand concours culinaire suisse qui aura lieu durant toute une semaine. Voilà, c'est quelque chose qui... L'appel est lancé. Voilà. Un dernier conseil pour les Français qui souhaitent s'implanter à Genève ? Oui, certainement. Je l'ai déjà énoncé. Essayez d'y habiter. Vous aussi, alors ? Oui, alors moi, je dirais tout simplement, prenez un petit peu le contre-pied de l'image du français en Suisse. Déjà, soyez ponctuels. Essayez de ne pas paraître trop grande gueule, puisqu'on a le privilège d'être appelé les gueules élastiques. Mais c'est les Genevois aussi de la Suisse. Donc, essayez justement de prendre le contre-pied en étant à l'écoute. En étant à l'écoute, en n'interrompant pas, on a énormément à apprendre et en jouant, en basant son comportement sur l'humilité et en n'ayant pas des stéréotypes sur la Suisse. Voilà, je pense que ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Charline Fabreau, un endroit favori dans lequel vous aimez particulièrement vous rendre ? Un petit conseil. C'est là où se trouve la recette de la meilleure pizza du monde, chez Kitali. Donc, c'est Franco Pepe, qui a été élu meilleur pizzaïolo au monde, qui a transmis sa recette à l'équipe du restaurant. Donc, si vous aimez les pizzas et la gastronomie italienne, courez-y. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu partager votre expérience sur la Suisse. Les 24 heures chrono de l'International continuent.